On essaye de coincer la biquette qu'on vient de retrouver chez un gars, mais c'est archi galère. Bon, ça fait bien 10-15 minutes que je réfléchis à un truc. En fait, là, ce qui me pose problème, j'aimerais sortir Kiki juste pour faire un démarrage moteur, histoire de voir s'il tourne bien avant de changer les 2-3 trucs que j'ai à changer, parce que ça va l'immobiliser. Et pour le sortir, en fait, j'ai un problème avec les ailes. Les ailes, de toute façon, que ce soit pour le sortir ou que ce soit pour bricoler ou pas, ou quoi, tu vois bien que ça me prend énormément de place. En plus, c'est fragile, donc ça fait 3 plombes que je réfléchis à où foutre les ailes. Et la meilleure solution que j'ai trouvée, ça serait de les mettre, tu sais, côte à côte, les deux, et de les mettre au-dessus, là. Vu que j'ai beaucoup de hauteur sous plafond, là, en plein milieu, il n'y a pas de risque. Hop. Là, de la durite de 10, donc je suis en train de regarder ce que je dois changer, notamment les durites, les trucs comme ça. Tu vois, là, j'ai la pompe qui était fixée comme ça, mais le support alu a cédé. Je crois c'est dû aux vibrations, donc c'est bizarre, tu vois, c'est relié en rigide directement sur le moteur, donc j'imagine que ça a pas mal de vibrations, je sais pas. Donc je vais la faire au soudé, puis peut-être mettre un petit raidisseur, tu vois. Les capuchons, là, les petits capuchons, donc ça j'ai l'impression que c'est... T'as les mêmes capuchons sur des câbles frein de vélo, parce que je vois pas comment les appeler, et je sais pas s'ils seront sur internet, sur les sites spécialisés. Bon là c'est dégueulasse, je sais même pas ce qui s'est déposé partout. Donc déjà il y a un gros nettoyage à faire. Donc je continue à prendre note et j'avance, et puis je commanderai tout sur internet. Ouais, j'essaye de comprendre le câblage électrique. Bon, là, c'est un merdier, hein. Il faudrait que je regarde si j'ai de la doc ou pas. Mais tu vois, ça part un peu dans tous les sens. Donc après, tu peux regarder. Tu vois, tu as des petits trucs comme ça. Ça, c'est une masse, tu vois. Pourquoi tu as deux... Non, c'est pas là, mais il y avait un autre endroit. Tu avais deux... Tu vois, par exemple, là, tu as deux pins au même endroit. Ouais, mais ça a l'air d'être les deux mêmes phases. Bon, bref. Sinon, là, je regardais. Regarde, j'ai deux bobines, parce que c'est un deux cylindres. Et c'est un deux cylindres, de allumage, donc 4 bougies. Et là, je pense que c'est les bobines, et c'est des bobines Ducati, made in Italy. Alors ça, je sais pas trop à quoi ça sert, je sais pas si c'est coupé volontairement ou non. Si c'est coupé volontairement, ok, ok, c'est des trucs genre de surpression, je sais pas quoi, ou d'évacuation, mais ça me paraît bizarre. Si c'est... Si à la base c'est pas censé être coupé, c'est à mon avis pour équilibrer les deux cylindres ou un truc comme ça, tu sais, les deux arrivées. Là, tu as le filtre à air. Là, tu as les cuves carburateurs. Donc, tu as le mélange air-essence qui se fait là-dedans. Tu vois, tu as l'arrivée d'essence là. Tout est en deux, tu vois, en deux fois. Et
Et derrière, tu vois, t'as les entrées d'air, t'as l'admission, et ça va direct. Bon, sinon, tu vois, les sound blocs de support moteur, j'ai l'impression, bon, même s'ils sont pas neufs, que ça passe encore, franchement. Ils pourraient faire encore quelques heures. Ce qui passe pas, c'est par contre, c'est les. Oula, ça tombe tout seul. Ce qui passe pas, par contre, c'est les supports euh, d'échappement, tu vois, ils sont carrément cuits, donc bah, il n'y a rien de dangereux, hein, c'est juste pour éviter les vibrations, tout ça. Donc ça, faut que je les change, quoi. Bon, concernant le pot, bon, là, ce que tu peux voir, en fait, c'est que tu as trois ressorts. On m'avait conseillé, en cas de rupture des ressorts, de mettre un fil de fer, histoire que le pot se casse pas la gueule. On me l'a dit plusieurs fois, franchement, le mec avait insisté, je sais même pas pourquoi, parce que le pot, il tient de façon par ça. T'as une rupture, je vois pas, enfin, je vois pas en quoi ça serait archi grave, même s'ils font un peu la gueule. En fait, je regarde, mais le pot, il est pas du tout bien encastré, c'est n'importe quoi. Regarde la forme du truc. Ouais, lui, il part, on dirait déjà une ancienne sortie, tu sais, en direct. Genre le truc un peu courbé, tu sais, comme ça, là. C'est pas du tout bien encastré, là, donc je sais pas. Et en plus, regarde, t'as vu, t'as des raccords de soudure comme ça, c'est un peu chelou, t'as vu? C'est quand même, euh, c'est quand même bizarrement foutu, tout ça. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, c'est vachement protubérant, donc faudrait réfléchir à un autre moyen. Après, bon, là, c'est fonctionnel, hein, ça tient bien, voilà. À part la corrosion et tout ça. Sinon, c'est fonctionnel, il n'y a pas de souci, donc... ça, ce serait pour plus tard, quoi. Il y a la courroie, parce que moi, tu vois, tu vois, t'as la sortie du moteur, t'as la courroie, et t'as une réduction, combien? 2,33, un truc comme ça. Et tu vois, en fait, la courroie est pas en mauvais état. Théoriquement, il faudrait quand même que je la change, mais vu que je vois aucun craquement, que dalle, je me dis c'est pas mal, tu vois. Il dort pas dehors, donc il prend pas les UV. Euh, Après, voilà, il y a que le temps qui abîme les caoutchoucs, tout ça. Mais franchement, là, vu l'état de la courroie, je m'inquiète pas trop. Faudrait regarder la date, s'il y a une date de péremption et tout. Bon, en conclusion, là, d'ailleurs, juste avant, petite astuce pour savoir si vos durites sont mortes ou pas. Bah, en fait, le plus simple, bon, déjà, à part l'aspect, on va dire, extérieur, faut pas qu'elle soit fissurée, percée, etc. Sinon, théoriquement, quand le caoutchouc est encore un peu flexible, c'est que c'est bon. Comme en motoculture, comme sur une débroussailleuse ou quoi, quand la durite devient très rigide, qu'elle est cassante, c'est là où elle est complètement cuite en fait. Mais quand vous voyez qu'il y a encore de la souplesse, tout ça, c'est que ça va pas manger trop les UV, trop de température élevée, que c'est bon encore à voler quoi. Il n'y a pas de souci. Concernant la conclusion, je dirais du diagnostic du moteur là, pour moi il n'y a pas grand chose à faire en fait, hein. Il y a deux trois trucs que j'ai notés là. Et en fait, ce que je me demande, c'est est-ce que vaut mieux pas que je laisse faire un pro pour qu'il puisse réviser les joints intérieurs, la segmentation, les trucs comme ça, qu'il fasse la complète. Parce qu'en fait, si je change deux, trois trucs et que lui derrière, il redémonte ce que je viens de changer, tu vois, je me dis, on perd tous les deux du temps. Enfin bon, voilà. Donc en fait, j'ai fait une petite vidéo où je tourne autour du moteur, je vais envoyer à un motoriste. Il y a un mec dans le coin qui a un fourgon qui se déplace directement chez les gens. Et voilà, mais bon, je m'attends à un devis salé, à mon avis. Les mecs comme ça, ils prennent tout de suite des billets de plusieurs centaines d'euros, milliers d'euros, juste pour une révision complète. Donc je vais voir. Je vais voir en fonction de l'historique du moteur, je vais voir exactement ce qu'il faut faire et lui en fonction du devis qui me donne, voilà. Bon, là j'étais en train de regarder ce que j'avais déjà et j'ai regardé dans mes emails si je peux avoir de la doc supplémentaire parce que j'ai un petit peu communiqué bah, il y a déjà quelques années, hein, je l'ai eu en 2018, avec l'importateur Champrod qui est super sympa, qui a répondu à toutes mes questions et tout, que ce soit pour le parachute, les identifications, machin auprès de la DGAC. Franchement, je trouve que c'est un petit peu complexe, hein, surtout quand il connaît rien. C'est quand même pas mal prise de tête. Les fiches d'identification avec modification et tout. Parfois, ni la DGAC ni l'importateur sont d'accord, et puis toi, tu es l'intermédiaire entre les deux. Bien prise de tête, bon bref, et puis il faut de la doc parce que quand tu arrives dans un aéroclub sur un DR400, tu as tout qui est déjà à disposition, tu rien besoin de chercher. Et puis en plus de ça, si tu as une question, tu as ton instructeur, donc c'est vraiment royal quoi. Quand tu as un ULM comme ça un peu exotique, alors très connu aux États-Unis mais pas du tout connu en France, tu dois complètement te démerder seul. Donc bon, tu vois, ça c'est vraiment pas mal. Donc ça c'est l'importateur qui avait fait toute la doc, je pense à l'époque.
Il était vendu surtout dans les années 2010, 2011. Je sais pas pourquoi ça s'est pas plus vendu que ça en France. Manuel d'utilisation, donc hyper intéressant. Notice de montage, ça peut être bien si tu as un peu de réparation ou si tu veux comprendre comment c'est fait. Là, c'est pour le Rotax, donc tu vois, 582. DCDI, alors ça, je sais même pas ce que c'est. Mais refroidi par eau, donc ça, c'est ça. Tu vois, monté là, il est monté à l'endroit et moi, c'est monté à l'envers, tu vois. Il est monté tête en bas, ce qu'on appelle. Mais tu vois, ça là, je vais avoir les périodicités de maintenance, tout le bazar, tu vois, donc ça c'est hyper important. Et là par contre ce que je viens d'imprimer, je viens de retrouver dans nos des échanges de mails, résultat des essais en vol et au sol, donc ça c'est super parce qu'en fait c'est ce qui nous intéresse presque le plus, alors pas le plus, mais comparé par exemple à une notice, tu sais, à un manuel de pilotage, ça c'est encore mieux parce que ça va vraiment te donner les valeurs pratiques, quoi, trouvées de manière expérimentale. Donc ça va vraiment être super intéressant, tu vois, ça va te donner les performances, tout ça. Il y en avait un petit peu dans mon manuel d'utilisation, il y en a un peu, hein, mais ça reste pas grand-chose. Donc en fait, toute documentation supplémentaire, pour moi, c'est nickel, tu vois. La boulonnerie et au standard AN Army Navy. J'avais cru comprendre que le matériel utilisé était pas mal, hein, notamment par exemple la toile qui est de qualité avion. La visserie aussi qui est très bonne. C'est une bonne machine, hein. Moi je la kiffe. En plus de ça, elle est super jolie. Bon, bref, tu vois, il y a pas mal de choses. Je vais regarder tout ça. C'est de la doc en plus pour moi. Et regarde-moi ça, t'as tout. Bon, vous faites pause si vous avez envie de lire. Voilà, voilà. Poids avant maximum du pilote est de 113,5. Faudra pas que j'arrive au-dessus, hein. Alors, minimum du pilote est 56 kilos. Donc, faut bien manger aussi. Allez.